bienvenue sur KTV en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux et à la radio pour ce temps de parole ce matin consacré à l'éducation et qui dit éducation à Mayotte dit recteur de Mayotte et nous avons Gilles Albois avec nous. Bonjour. Bonjour et félicitations à Camar. J'ai pu le féliciter hier soir. Merci. Bravo. Voilà. Merci. C'était un bon moment. Merci beaucoup. Merci. Et puis défendez bien les couleurs de Mayotte à Paris. Ah, on va faire pour. C'est vrai, Gilles Albois a été l'un des membres du jury de ces Outre-mer. Gilles Albois, les écoles vont donc bientôt, c'est bientôt les vacances scolaires. Il est temps de faire un premier bilan de cette rentrée depuis le mois d'août. C'est l'occasion de vous demander quel en a été ce bilan. Est-ce que vous êtes satisfait de ces 3 mois qui se sont déroulés ? Alors d'abord, toutes les écoles et tous les collèges et les lycées ne seront pas fermés pendant les vacances, puisque comme pour toutes les vacances, on maintient les dispositifs écoles ouvertes pour les vacances apprenantes. Comme je l'ai dit toujours, évidemment, pour la plupart de nos collègues, il faut que ces vacances soient reposantes. Le bilan que l'on fait, c'est que, et on y reviendra sur la sécurité et aussi sur le protocole sanitaire, on a des personnels, enseignants, administratifs, personnels de direction qui ont beaucoup donné pendant ce semestre, donc c'est ce que je retiens. Mais on continue le dispositif, on continue à ouvrir nos établissements. D'ailleurs, Camar était hier avec moi au lycée des Lumières à Mamoudzou et il a pu voir qu'à partir de 5h, 6h, le lycée restait ouvert, qu'on y accueillait les élèves du quartier qui pouvaient rester, faire leurs devoirs. C'était aussi ouvert aux parents qui pouvaient, là aussi, dans le cadre de l'école des parents, se former, faire du sport. C'est un petit peu ce que je retiens aussi, quand même, c'est qu'on a une éducation nationale qui s'ouvre de plus en plus sur l'île, qui travaille de mieux en mieux, je le crois, avec les maires, avec les collectivités et aussi avec les autres services de l'État. Mais 3 mois qui ont été rudes. On reparlera, je l'imagine, on peut en parler tout de suite pour en dire 2 mots des événements de violence. Je voudrais souligner vraiment le grand professionnalisme de tous nos personnels, à commencer par les personnels de direction. Vous parliez dans le journal de ce qui s'est passé hier à Kahani, où dans un temps record, les élèves ont été mis en sécurité dans les salles, ce qui a permis aussi d'éviter des blessures graves, avec des voyous qui tentaient de s'introduire dans l'établissement. Je voulais aussi souligner évidemment le rôle des forces de l'ordre, la gendarmerie qui a déployé un énorme dispositif qui a permis, comme vous le disiez là aussi, de mettre en place un gros cordon de sécurité. Puis vraiment souligner le travail de nos équipes mobiles de sécurité, les EMS, qui tous les matins sont présents très tôt, qui sont en première ligne, qui subissent beaucoup, souvent on va dire sans rien dire, ils ne sont pas en lumière. Je voulais quand même leur adresser toutes nos reconnaissances à eux et puis aussi toutes les équipes de vie scolaire, les CPE, les AED, tous ceux qui sont là très tôt le matin et qui s'occupent de nos élèves. Et puis avec eux aussi les enseignants, les personnels. Vous savez, à Kahani, on voit tout le monde mobilisé. Il y a une semaine, tout le monde était là aussi pour contenir les élèves. Moi, je retiens ça, je retiens un grand professionnalisme, une grande sérénité, et puis derrière une grande fatigue aussi quand même de nos personnels qui ont beaucoup donné. J'imagine qu'il faut donner beaucoup et qu'il faut faire beaucoup pour la sécurité parce que c'est le problème récurrent qui est là. Il y a des caillassages devant les écoles. Quand une école fait grève, les gamins sont pas contents et ils sortent, ils bleu clairon. C'est compliqué à gérer quand même tout ça. Oui, ce que j'ai dit, c'est compliqué à gérer. Comme vous avez pu le voir, nos personnels le gèrent plutôt bien, puisqu'à chaque fois, quand même, on l'a dit, sur Kahani, sur Zoumounier, nos élèves ont pu être à chaque fois mis en sécurité, mais c'est vrai qu'à la fin ça pèse.
il faut rappeler quand même, on va dire, faire un bilan général sur la sécurité, c'est que nous avons beaucoup amélioré la sécurisation de nos locaux. Alors certains maintenant commencent à nous dire, oui, mais alors vous transformez les établissements scolaires en bunkers, avec des grillages, avec des concertinas, avec des caméras de vidéoprotection. C'était ce qui nous était demandé, donc évidemment on le fait, et il faut vraiment que nos élèves dans les établissements se sentent en sécurité. On a aussi, avec la police et la gendarmerie, mis en place des dispositifs de fouilles de sacs, donc tout ça vraiment se met en place. Et puis à côté, parce que il faut le souligner aussi, on travaille sur la prévention et la médiation, puisque on continue à former nos élèves pairs dans les lycées. J'ai pu le voir justement à Cahagny vendredi dernier, un gros travail de partenariat qui est fait avec la gendarmerie. C'est important parce que ces élèves-là, ils sont aussi en écoute, ils sont en alerte, et ils sont aussi dans la médiation, ils écoutent les victimes, ils alertent les personnels de vie scolaire sur tout ce qui peut se passer. Donc c'est aussi, on va dire, un dispositif très important. Et puis je voulais souligner le rôle des parents. On le disait aussi sur Cahagny, on le voit sur Koungou, on le voit sur beaucoup d'établissements. On a de plus en plus de parents mobilisés qui, on le voit, sont là aux abords des établissements. Rien que leur présence, leur présence physique rassure et dissuade les plus violents évidemment de passer à l'acte. Et c'est très important que les parents se sentent pleinement intégrés évidemment dans ces dispositifs. Et puis il y a le travail des forces de l'ordre. Mais au-delà de ça, on va dire, on ne résoudra pas le problème de sécurité sur cette île juste en protégeant les établissements. Il faut qu'on continue notre travail d'éducation. Et c'est bien vous me demandez ce qu'on a fait et le bilan aussi de ces 3 mois. On travaille déjà à préparer la rentrée prochaine. On l'a vu sur cette rentrée, nous avons scolarisé à peu près 4000 élèves de plus qu'à la rentrée dernière, ce qui est énorme, pour une île comme Mayotte, qui est quand même si nous avons franchi le cap des 100 000 élèves, on n'est pas non plus une énorme académie par rapport aux autres, mais plus 4000, c'est quand même conséquent. Et on va continuer cet effort de scolarisation à la rentrée prochaine, ce qui nous demande évidemment une vigilance sur les programmes de construction scolaire. Alors sur le second degré, on avance, et on avance plutôt bien. Vous le savez, on a donc les concours d'architectes sur le lycée de Chirongui, on a fini le travail d'acquisition des terrains pour le lycée de Msangamouji, et puis les projets déjà bien avancés de construction sur Longoni et sur Koualé avancent bien. Pareil sur les collèges, ou sur le projet de construction des 8 collèges en avance, et puis aussi sur tous les travaux de réhabilitation. Hier, nous étions à Tsinkora pour choisir l'architecte qui fera donc la réhabilitation du collège. Donc tous ces projets avancent. On va avoir avec le préfet un regard attentif sur les travaux de construction sur le premier degré. Vous me demandez ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est vraiment ça. Dans la préparation de la rentrée 2021, c'est être sûr que les locaux seront au rendez-vous, et quand on va dire les travaux de construction qui mettent quand même parfois plus d'un an, on ne peut pas construire une école en un an, et bien il faut que de manière provisoire on puisse mettre en place des éléments modulaires comme nous l'avons fait pour cette rentrée dans les lycées. C'est vraiment un travail très fin qu'il faut qu'on fasse avec l'ADA, le préfet, évidemment chacun des maires, et puis en parallèle qu'on ait les moyens humains nécessaires. Jusqu'à présent, le ministère nous a vraiment suivis, puisque on le voit, on a eu plus de 100 enseignants dans le second degré pour cette rentrée, 50 supplémentaires dans le premier degré. On a pu renforcer nos dispositifs en AED, en CPE.
Non, assistant d'éducation, conseiller principaux d'éducation pour vos auditeurs. Et donc je pense, et je suis évidemment convaincu que le ministère continuera à appuyer notre territoire de ce point de vue-là. Voilà ce que nous faisons. Et en même temps, évidemment, pour ces jeunes qu'on ne veut pas voir décrocher, il faut qu'on continue à ouvrir aussi en lycée des formations professionnalisantes, adaptées aussi aux besoins de l'île. Alors je le dis tout de suite, il faut qu'on ait un travail aussi de communication, et je profite de votre antenne pour le faire, vers les parents, pour leur rappeler que un bac pro, un CAP, c'est pas, on va dire, une orientation par défaut. On a de très très belles formations, on a des équipes pédagogiques mobilisées et vraiment de très grande qualité sur ces formations. Et je pense que le ministre le rappelle souvent, il faut qu'on valorise cette voie professionnelle qui, pour la plupart des élèves qui vont la suivre, doit déboucher sur un métier, mais pour d'autres, cette voie, elle permet de continuer en BTS et même au-delà. Et l'autre jour, en comité technique académique, un enseignant nous rappelait qu'on peut aller, pour certains, jusqu'à la thèse. Mais voilà, cette voie professionnelle aujourd'hui, il faut qu'on la valorise. Elle est aussi une filière dont on a besoin pour l'île, puisqu'on a besoin de cadres intermédiaires, on a besoin de techniciens, on a besoin de ces compétences-là, et surtout, on va dire, sur des familles de métiers qui répondent aujourd'hui à ce qu'il faut pour l'île. Donc on a, avec nos équipes, réfléchi là aussi à ces familles de métiers dont on a besoin, et c'est en ce sens-là aussi qu'on prépare la rentrée. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il faut... Et au-delà, évidemment, du développement de la voie professionnelle, on va continuer à développer des filières d'excellence. Aussi, la voie professionnelle est une filière d'excellence, mais développer des filières plus générales. On va ouvrir une nouvelle classe préparatoire aux grandes écoles, donc vers les écoles de commerce cette fois-ci, à SADA. Et développer l'offre de formation aussi au CUFR. Alors, monsieur le recteur, on le sait que depuis votre arrivée, vous êtes un homme de terrain, mais est-ce que finalement cette crise sanitaire n'a pas été une source de révélation de certaines urgences qui n'étaient pas traitées depuis? Est-ce que finalement ça a permis de faire émerger en tout cas des difficultés dans des établissements auxquels demain, disons en 2021, vont nous permettre de mieux ajuster le tir? Alors, évidemment, la crise sanitaire, elle a été un révélateur, vous avez tout à fait raison, notamment, on va dire, de l'état sanitaire, justement, d'un certain nombre d'établissements. De l'hygiène. Et en fait, il y a eu... donc un recollement de deux situations, la crise sanitaire et l'élection de nouvelles équipes municipales qui ont pris conscience, je le pense vraiment, à cette rentrée de la nécessité de remettre aux normes les écoles. Alors tout n'a pas été fait, et puis on entend encore des témoignages sur certains dysfonctionnements, mais on a aujourd'hui quand même des points d'eau dans toutes les écoles en nombre. Il y a eu un gros travail qui a été fait cet été. On a des équipes municipales qui structurent, des municipalités qui structurent leurs équipes d'intervention pour le ménage. Alors parfois ça prend du temps, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain se doter, on va dire, de toutes les compétences. Il faut former les agents et puis voilà, il faut les recruter, il faut que ça se déploie. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que les choses progressent. On a aussi des maires qui viennent maintenant sur le terrain, qui viennent sur les écoles, qui prennent conscience des travaux à faire, qui sont réactifs. Il y a beaucoup de retard, mais ce retard est en train d'être comblé dans le premier degré. Alors vous avez raison, on va souvent sur le terrain, parce que quand le recteur vient, évidemment, tout le monde a envie que ce soit bien pour accueillir le recteur. Alors je peux pas aller, et on peut pas aller dans les 188 écoles pour faire en sorte que tout soit bien et que tout soit propre tous les jours. Mais moi je sens quand même qu'il y a une très belle dynamique de ce point de vue-là. Donc oui, la crise sanitaire
sanitaire a eu du bon. Elle a été un révélateur aussi sur une autre difficulté. Et sur celle-là, il va falloir plus de temps pour la traiter. C'est les sureffectifs. On le voit et on est souvent interrogé par les organisations syndicales qui nous demandent, oui, est-ce que le protocole sanitaire est national et compatible avec des collèges à 1900 élèves, qu'on peut le voir. Effectivement, c'est une difficulté pour nous. Alors heureusement, à Mayotte, la crise sanitaire n'est pas de la même gravité qu'en métropole, ce qui nous a permis, on va dire, de nous adapter. Mais effectivement, de ce point de vue-là, il faut aussi qu'on accélère, ou en tout cas qu'on garde le rythme soutenu qu'on a en termes de construction scolaire, construction qui, je le rappelle, vont permettre normalement de désengorger un certain nombre d'établissements. Et pareil pour le premier degré. Donc ce sont les deux révélateurs, vous avez raison, et je vois pour l'instant plutôt des bonnes avancées. Il faut qu'on soit vigilant et avec le préfet on va l'être, bien sûr. Alors vous êtes en train en ce moment de faire le tour de Mayotte. Une question a été posée récemment quand on a fait le sujet, en tout cas par rapport à cette entre guillemets Grenelle de l'éducation. Pourquoi vous n'avez pas associé un cadi, parce qu'aujourd'hui on parle de laïcité. Pourquoi le cadi ne viendrait pas par exemple aujourd'hui témoigner devant les élèves en disant voilà, moi je suis cadi, je représente la religion musulmane, mais je suis aussi républicain. Là, la question nous a été posée, en tout cas dans les réseaux sociaux. Alors, le Grenelle de l'éducation, ça concerne, on va dire, les conditions d'exercice du métier, les rémunérations, les carrières de nos personnels. Donc, on a été sollicité par la députée Ramlati Ali pour, on va dire, voir ce qu'on pouvait faire localement et essayer d'appuyer les spécificités de l'île. Donc, c'est la raison pour laquelle, évidemment, nous, au niveau du rectorat, on a co-organisé une journée, on va dire, locale pour faire remonter, pour montrer qu'à Mayotte, tout le monde poussait dans le même sens, les organisations syndicales, le rectorat, les parlementaires, les représentants de toutes les professions, que ce soit les infirmiers, les assistantes sociales, les personnels de direction, les inspecteurs, pour faire remonter un certain nombre de spécificités. Donc voilà, le Grenelle de l'éducation, ça concerne nos personnels, leur avenir, leur carrière, leur rémunération et évidemment sur Mayotte un certain nombre de spécificités. Ensuite, évidemment, il y a, et on peut en parler, il y a la question de la laïcité, on pouvait parler de cette journée, de ce qu'on va faire. Moi, ce que je dis toujours, c'est que sur cette question de la laïcité, au niveau de l'éducation nationale, on porte une mission qui est une mission, on va dire, nationale. C'est un contenu dans le nom. On doit apporter sur ce territoire qui a voulu être un département et veut être, on va dire, pleinement français. On apporte l'éducation nationale et on doit rattraper tout le retard accumulé, certes, mais on doit donc nous viser à avoir une éducation nationale à Mayotte qui soit conforme à ce qui se fait ailleurs sur le territoire. Ensuite, il y a le contexte. Le contexte, il est culturel, il est religieux, il est linguistique, il est tout ce que vous voulez. Et évidemment, à chaque fois, et ce que je rappelle à l'ensemble de nos équipes pédagogiques, c'est qu'il faut qu'on s'adapte, on va dire, au contexte, qu'on en tienne compte. Je donne toujours un exemple. À Mayotte, on vit un peu plus avec le soleil que, on va dire, dans d'autres territoires, et nos élèves entrent en moyenne plus tôt à l'école que ceux de métropole. Et je parle même pas du décalage horaire. On commence plus tôt. À Mayotte aussi, on vit avec, on va dire, une population qui s'habille pas pareil. C'est la tradition, c'est aussi le climat qui fait qu'on ne s'habille pas pareil à Mayotte de manière générale qu'en métropole. Je pense notamment aux jeunes filles, aux garçons qui sont, on va dire, souvent, on va dire, là aussi, je veux pas dire avec des chaussures plus ouvertes. Enfin, on pourrait avoir plein d'éléments de comparaison. Et ensuite, il y a l'environnement, ce qu'on peut faire. Et sur cet environnement, la priorité pour l'éducation nationale, c'est d'abord d'assurer ses missions.
pleine et entière. Ouais. Et si on parle de la laïcité, et vous l'avez très bien rappelé, notre objectif, c'est d'assurer les missions d'éducation nationale et de ne pas laisser le terrain. Et, il y a déjà tellement à rattraper qu'on ne va pas laisser du terrain. Et on n'est pas en train de déléguer telle ou telle partie de l'éducation à telle ou telle école coranique, madras, choni. On n'est pas. L'éducation nationale doit assurer sa mission pleine et entière. Et je préfère là aussi être clair. On n'est pas à dire tiens, à l'école de la République, on apprend le français et les maths, et puis pour les valeurs, on va le déléguer à d'autres. On va dire défendre les valeurs de la République, le vivre ensemble, l'esprit critique, ça fait partie des programmes, on le sait, on en a parlé lors de l'assassinat de Samuel Paty, et on continue à travailler là-dessus. Donc, l'éducation nationale, dans ce qu'elle porte, il y a évidemment toute une dimension éducative et un travail sur les valeurs. Ensuite, il y a tout ce qui va se passer en dehors de l'école. Et évidemment, on le voit quand on met en place l'école ouverte, on travaille avec des associations, on travaille avec l'environnement, que ce soit sportif, culturel, et évidemment, de ce point de vue-là, c'est intéressant de prendre en compte l'ensemble du tissu associatif. Les madras dont vous parlez sont aussi des associations, c'est géré comme des associations, on peut évidemment voir ce qui s'y passe, et d'ailleurs c'est nécessaire de voir aussi ce qui s'y passe, de s'assurer que dans certaines, on ne diffuse pas des messages qui sont contraires aux valeurs de la République. Et puis ensuite, sur le périscolaire, de voir évidemment ce qu'on peut faire. Mais le périscolaire, il relève avant tout des parents, des familles, du choix des parents et des familles. Et l'État, à travers, vous savez, maintenant qu'on a aussi récupéré la jeunesse et les sports dans notre périmètre, l'État doit aussi s'assurer qu'il y a une offre diverse d'activités sportives, culturelles, et de ce point de vue-là, on va continuer à travailler là-dessus. Il n'y a pas d'a priori. Je pense que prochainement, j'irai justement voir ce qui se passe dans une chenille, et j'échange régulièrement avec les caddies. C'est très intéressant aussi de voir ce qui s'y passe. Mais voilà, on est dans une prise en compte du contexte. On peut voir évidemment avec les acteurs ce qu'ils font dans le cadre du périscolaire, mais ma mission et notre mission à nous, c'est déjà de nous concentrer sur nos priorités. Et vous le rappeliez dans le journal, pour défendre la laïcité, il faut commencer par défendre la République. Et dans la République, il y a dans la Constitution le fait qu'elle est indivisible, et j'insiste là-dessus. Et donc on n'est pas dans une société qui a vocation à se segmenter entre ceux qui vont aller dans telle école coranique, ceux qui ne vont pas y aller. Voilà, on n'est pas dans une partition. Et il faut vraiment se défendre de ceci. Et puis à la fin, elle est indivisible, elle est laïque, elle est démocratique et elle est sociale. Et le social est aussi important. Et dans le social, il y a ce que l'école apporte, ce que l'hôpital apporte, ce que la sécurité apporte. Le social, c'est très vaste. Et si nous faillissons à cette mission, d'autres vont le faire à notre place. Et c'est pas le but. Et c'est pas notre but. Au contraire, il faut qu'on le fasse. Et il faut qu'on le fasse pour tout le monde. Dernière question, parce que le temps passe, il est déjà 7h30, mais c'est intéressant. Juste la gestion du Covid. Vous avez décidé d'être clair sur ce sujet. Toutes les semaines, on a les rapports. Certains le critiquent, mais ils marquent toujours 0, alors qu'ils sont persuadés qu'il y a encore des clusters dans les écoles. Et là, vous dites non, mais voilà, il n'y a aucune école qui est fermée à cause de ça. Il y a très peu d'élèves par rapport au nombre d'élèves. Pareil pour les enseignants. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui, malgré cette clarté dans les chiffres, le critiquent? Alors, c'est pas nous qui décidons où il y a des clusters, c'est l'ARS. Donc nous, on communique les retours qu'on a des autorités de santé. Donc pour l'instant, on n'a pas de cluster dans les établissements. Vous savez qu'au début
eu à la rentrée, on a eu un cluster parmi des enseignants qui s'étaient réunis en dehors de l'établissement. On a eu aussi un cluster de personnel plutôt administratif au niveau du rectorat. Donc, là-dessus, on a toujours été transparent, on a communiqué évidemment ce sujet. On n'a pas eu de cluster identifié dans nos établissements. Ensuite, il y a eu des clusters géographiques, vous vous souvenez, l'ARS a communiqué là-dessus, ce qui nous a amené à être très très vigilants, notamment quand il y a eu un cluster sur SADA. À un moment, on a hésité d'ailleurs à passer, on va dire, en demi-jauge, à réduire les effectifs au niveau du lycée de SADA, en se disant, si effectivement il y a un gros cluster à SADA, il va falloir qu'on s'adapte. Et puis l'ARS nous a dit, mais finalement, le cluster est maîtrisé. On a eu aussi d'autres difficultés quand, pour des raisons exogènes, des personnels de vie scolaire étaient touchés par la Covid et donc ne pouvaient pas venir. On ne peut pas ouvrir un établissement, on va dire, normalement, avec la moitié des personnels de vie scolaire absents parce qu'ils ont été isolés ou parce qu'ils sont eux-mêmes contaminés, ce qui nous a amené, je me souviens, à fermer Msamboro ou à le faire marcher en demi-classe sur une période de 3-4 jours, je crois me souvenir, parce que justement, là, on avait des personnels de vie scolaire qui étaient absents et ça nous mettait en difficulté de la même manière que, à l'heure où je vous parle, sur le lycée de Doumonier, on est aussi à effectif réduit, là aussi, parce que, vous le savez, la semaine dernière, il s'est quand même passé ce qu'on connaît, il y a 2 semaines, et donc ça a aussi un peu déstabilisé la vie scolaire, et à chaque fois, on ne prend aucun risque. On ne prend aucun risque. Mais des clusters définis comme tels par les autorités de santé, on n'en a pas eu dans les établissements. Voilà, qu'elle mérite d'être claire. Merci beaucoup Gilles Albou d'être venu. Et puis bonnes vacances. Vous allez prendre des vacances quand vous allez respirer un peu. On ne prend jamais complètement de vacances, mais comme je l'ai dit toujours à nos personnels, évidemment, et je le redis, on va avoir des établissements ouverts, des vacances apprenantes, mais je souhaite à tous nos personnels des vacances reposantes. Ils en ont bien besoin, donc qu'ils reviennent en pleine forme pour la rentrée. Et évidemment, ils le savent, sans prendre de risques avec ce fichu virus qui sera encore malheureusement là sur le territoire à la rentrée. Donc des vacances reposantes, mais aussi des vacances où on sera vigilant. Il faut toujours rester vigilant. Merci beaucoup, c'est tout pour ce temps de parole.